Bon, bonsoir. Le quorum minimum est réuni. Nous avons nos deux présentateurs et nos deux répondantes et un membre supplémentaire du public. Euh, je l'avais oublié lundi. Cette fois, j'y ai pensé. J'enregistre le séminaire et donc pour ceux qui n'étaient pas là, il y aura éventuellement, s'ils ont envie, la possibilité de regarder un replay que je vais mettre sur la chaîne YouTube. Donc les gens qui ne sont pas là peut-être peuvent regarder plus tard les présentations et le débat. Alors, notre sujet aujourd'hui porte sur les relations entre l'Empire romain et l'Iran sassanide et l'évolution de ces relations, l'évolution des relations hostiles entre les deux empires. Donc, notre titre aujourd'hui, c'est de la guerre froide à la guerre sacrée. Nous sommes au début du 7e siècle, avec dans l'Empire romain le gouvernement d'Héraclius. De l'autre côté, en Iran sassanide, le gouvernement de Khosrow. Nous allons discuter les relations entre les deux empires à travers des textes de deux auteurs. Nous avons un extrait du bréviaire de Nicéphore et nous avons un extrait du Chronicon Pascal qui est lui anonyme. Et j'espère que la discussion des deux textes va nous permettre de mieux comprendre comment sont les relations entre les deux empires et comment les relations évoluent avec le temps. Avec Nicéphore, nous sommes au début du grand conflit entre Rome et l'Iran, à un moment où effectivement nous passons de guerre, la guerre froide, pas toujours, mais souvent froide, du 6e siècle vers une guerre chaude, dans laquelle les deux empires s'affrontent directement. Héraclius et Khosrow, leader de superpuissance, équilibre et rivalité. Donc, comment se fait-il que la rivalité, qui existe depuis toujours, devient une véritable guerre de grande envergure sous les règnes d'Héraclius et de Khosrow. Et avec le Chronicon Pascal, Héraclius et Khosrow, guerre sacrée, idéalisation des relations entre les superpuissances. J'espère que nous pouvons voir comment la longue guerre change l'idée que l'Empire romain se fait de lui-même et comment, avec la longue guerre, les relations entre les deux empires changent d'une façon définitive. Donc, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire comme introduction. Donc, je donne la parole à M. Henriette, sa répondante, Madame Alido, l'écoute. Nous l'écoutons tous. Donc, une première présentation et
une, une première discussion et ensuite nous passons à la deuxième présentation. Mission Henriette, s'il vous plaît. Donc, je vais commencer ma présentation. Donc, le texte est un extrait du Breviarium écrit par Nicéphore Ier de Constantinople. Donc, en fait, il s'agit d'un théologien et d'un historien de l'époque. Euh, le Breviarium revient sur l'histoire de l'Empire byzantin, de Phocas jusqu'à 769. L'extrait étudié est intégralement basé sur la guerre perso-byzantine et le conflit entre les Perses et les Byzantins est un conflit qui se déroule en fait en trois périodes. Donc la première a lieu entre 602 et 610. La seconde partie du conflit a lieu de 610 à 621. Et la troisième partie de ce conflit a lieu de 621 à 628 environ. Donc Khosrow II, fils de Hormizd IV et petit-fils de Khosrow Ier, est en fait l'homme qui symbolise cette guerre. L'origine de cette guerre est puisée dans l'assassinat de Maurice, donc Maurice, empereur byzantin. Donc Maurice en fait est assassiné par Phocas et donc Phocas remplace Maurice en fait à la tête de l'empire. Khosrow attaque Phocas et son empire pour venger la mort de Maurice, puisque en fait Maurice a aidé Khosrow à quelque part prendre à récupérer son règne, bien que les deux clans aient été ennemis avant ça. Euh, donc Phocas, un militaire d'ambition, avait été poussé à prendre le pouvoir par l'armée, mais à peine au début de son règne, il est mal aimé et une invasion de l'armée perse fragilise l'Empire byzantin. Donc l'armée perse menée notamment par Khosrow. Euh, donc oui, une invasion de l'armée perse fragilise l'Empire byzantin, surtout qu'une partie de son armée, donc de l'armée de Phocas, euh, provoque une mutinerie. Donc en fait, cette mutinerie-là est menée par les loyalistes, donc ceux qui restent loyaux à Maurice, l'empereur assassiné. Les troupes de Khosrow battent celles de Phocas à plusieurs reprises, assiègent les villes et tuent les Byzantins, fait prisonniers. Tout ceci est une succession d'événements et ces événements en fait affaiblissent l'autorité de pouvoir de Phocas, qui est lui tué en 610 par Héraclius, son successeur. Donc ma problématique en fait est de quelle manière la seconde période du conflit perso-byzantine est-elle gérée? Donc la seconde période et la troisième période, comment elles sont gérées? Pour y répondre, nous parlerons de Shahin. Donc Shahin en fait est mon grand 1. Et au sein du grand 1, en fait, on va aborder donc les assauts, pillages et conquêtes. Donc ça c'est mon petit 1. Puis la tentative de paix en petit 2. Ensuite, nous parlerons des positions des empereurs en abordant donc la position des empereurs qui est en fait mon grand 2. Et au sein du grand 2, on va aborder la négociation d'Héraclius. Ensuite, on va aborder l'offensive d'Héraclius et enfin, on va aborder la fin de Khosrow. Donc voilà. Donc pour ma première sous-partie, qui est assaut, pillage et conquête, en 616, Alexandrie subit
un assaut perse de la part de Shahin. Donc Shahin en fait est un général perse et il est envoyé par Khosrow et de manière à faire tomber l'Égypte enfin à récupérer l'Égypte au nom des Perses. Donc comme l'indique les lignes 1 à 5 du paragraphe 6, quelques années auparavant, alors qu'Héraclius est le nouvel empereur byzantin, les choses ne se calment pas pour autant entre les deux empires. Donc, alors que la mort de Phocas était l'objectif commun des deux empires. Donc, en fait, pour récapituler, euh, le texte nous montre très clairement que même si Phocas meurt, comme je l'ai indiqué dans mon introduction, les deux empires qui voulaient en fait la tête de Phocas ne se réconcilient pas forcément à la mort de ces derniers. Donc d'un côté, en fait, il y a Héraclius, fils d'Héraclius ancien, qui doit son trône à... Pardon, je reprends. D'un côté, il y a Héraclius, fils d'Héraclius ancien, à qui Maurice Ier a fait confiance en exarque de Carthage. Donc en fait, Héraclius, l'empereur qui a assassiné Phocas, est le fils d'Héraclius ancien. Et Héraclius l'ancien, en fait, a été l'exarque de Carthage sous le règne de Maurice Ier. Et de l'autre côté, en fait, il y a Khosrow, qui lui doit son trône à l'ancien empereur assassiné, donc Maurice. Car en 602, il lui a fourni une aide militaire contre l'usurpateur Bahram Chobin, pardon, en échange de territoires, alors que la Perse et les Byzantins étaient en guerre. Donc Bahram Chobin perd la guerre de succession face aux Perses, la guerre de succession perse face à Khosrow. Et l'empereur perse doit beaucoup à Maurice, qui est donc le lien entre lui et Héraclius, en fait. Rien ne permet de comprendre pourquoi la guerre perso-byzantine ne prend pas fin à la mort de Phocas, si ce n'est des hypothèses. Enfin, si ce n'est certaines hypothèses, dont celle que, en fait, l'empire byzantin a été fortement affaibli sous les règnes de, de Phocas. Et donc des territoires comme la Syrie et l'Asie mineure ont, ont été pillés. Le fait qu'une partie de l'armée byzantine ne veuille pas suivre Phocas handicape l'Empire, militairement en tout cas, et amoindrit sa protection. Les Perses, eux, au contraire, se sont renforcés notamment en termes de territoire, de 602 à 610. Donc en fait, ils arrivent à conquérir l'Arménie byzantine, pardon, et la Mésopotamie, ce qui a sûrement encouragé Khosrow dans sa démarche d'expansion et d'hégémonie régionale sur le grand empire byzantin. Même lors de la seconde partie du conflit, l'ambition de Khosrow est toujours aussi grande, puisque avant d'envoyer Shahin conquérir l'Égypte, les troupes khosrowises vont à la conquête de la Syrie en 613, de la Palestine. Oui, vont à la conquête de la Syrie en 613 et de la Palestine en 614. Ces campagnes sont menées par Shah Baraz, un autre général perse. Et selon l'hypothèse soutenue, vu que Maurice Ier n'est plus à la tête de l'Empire, euh, Khosrow peut se permettre en fait d'attaquer l'Empire byzantin et qui est géré par Héraclius afin de repousser en fait afin de repousser l'apogée de son empire. Donc en fait, je veux dire par là, dans cette sous-partie, que l'hypothèse qui pourrait permettre de comprendre pourquoi, à la mort de Phocas, les deux empires ne se réconcilient pas, c'est en fait que Phocas, en assassinant Maurice, il a perdu une partie du soutien, enfin, il a perdu le soutien d'une partie de son armée.
et il était aussi contesté par le peuple. Et sachant que dans le même temps, l'empire de Khosrow s'est lui renforcé en organisant des conquêtes, Khosrow a peut-être vu là une opportunité en fait de pousser son apogée encore plus loin, l'apogée de son empire encore plus loin, et en fait ben, de continuer à attaquer et à amoindrir l'empire byzantin qui est en fait la puissance, la seconde puissance impériale, enfin l'une des deux puissances impériales avec les Perses durant cette période. Donc je passe à ma seconde sous-partie, tentative de paix, la tentative de paix. Donc Shahin, le général perse, pardon, en 615, après avoir pillé sur son chemin, s'est rendu près de Chalcédoine en actuelle Turquie, où il rencontre en fait l'ennemi, donc Héraclius. Et l'empereur ennemi en fait est un... Enfin, lors de leur rencontre, en fait, il y a un respect mutuel qui s'installe, comme le montre le Breviarium, enfin l'extrait du Breviarium de la ligne 10 à 15 du paragraphe 6. Et lors de leur échange, donc, lors de l'échange entre Shahin et Héraclius, le général perse tente de persuader Héraclius de que les deux empires en fait devraient plutôt s'entraider plutôt que de se faire la guerre, ce qui les affaiblit tous les deux, enfin les deux empires. Or, la collaboration ne cesserait, enfin, à contrario, la collaboration des deux empires ne cesserait de les faire grandir. Et puisqu'ils sont déjà en fait les deux plus grands empires, comme le montre, euh, enfin, comme le montre le paragraphe 6 de la ligne 17 à 28. Il fait également référence au moment de paix qu'ont connu les deux empires entre eux, et certainement à la paix de 691 à 602. Donc, en fait, la paix de 691 à 602, il s'agit de la paix qui a eu lieu lors de l'installation de Khosrow sur son trône grâce à Maurice et jusqu'à la mort de Maurice en fait. Donc il fait certainement référence à cette paix et voilà. Et le fait que Shahin tente d'instaurer une paix alors qu'il est un simple général et que cette paix ne soit pas demandée par son empereur, ça nous oblige quelque part à nous interroger sur lui, donc ses intentions, son but, sa loyauté. Sa volonté est peut-être noble pour l'avenir de son empire, et on peut peut-être aussi penser qu'il aspire à devenir plus qu'un général, et les choix de Khosrow ne lui pèsent peut-être pas quant aux relations qu'il entretient avec les Byzantins. La fin du paragraphe 6 de l'extrait du Breviarium laisse à penser qu'il souhaite cette paix pour le bien de l'Empire, et surtout de son empire surtout, car les invasions récentes lui ont permis de voir les différences, enfin du moins la différence entre les pertes et la négativité de la guerre, puis en face les gains et la positivité de la paix, que ce soit au niveau des peuples, des structures, des finances, etc. Donc d'après Nicéphore, Shahin a clairement pris l'engagement de convaincre Khosrow de cette paix. Or, la volonté du souverain perse est réellement d'écraser l'Empire, sûrement à ses fins personnelles, c'est-à-dire, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport à mon hypothèse, c'est-à-dire de repousser l'apogée de son empire, et aussi de faire, de quelque part prendre, et en fait de se permettre à travers cette guerre de faire plus que
de prendre des territoires. Donc en fait, la, la grandeur qu'il recherche ne s'arrête pas simplement à, au fait de juste conquérir des territoires et voilà. Donc le paragraphe 6 de la ligne 50 citation 1 affirme que Héraclius doit être convaincu par Chahine de mettre en place un accord de paix. Et le paragraphe 7 dans sa totalité affirme que l'empereur byzantin accepte les conseils de Chahine, d'autant plus que, selon ce même paragraphe, l'élite byzantine et surtout le patriarche de Constantinople approuvent cette négociation. Donc si c'est le cas, c'est certainement que, enfin, si le patriarche et d'autres euh, approuvent cette négociation, c'est certainement que l'Empire est quelque part un peu en danger face aux nombreux pillages et pertes de territoire subis. Il s'agit peut-être aussi de préserver l'économie byzantine, qui malgré tout reste une puissance. Donc, en fait, les nobles byzantins voient peut-être à travers cette négociation une issue assez positive concernant l'économie de leur empire et surtout la survie de leur empire en fait. Donc, Héraclius par la suite envoie alors une ambassade à Khosrou, comme réclamé par Chahine, mais le souverain sassanide n'est pas réceptif et emprisonne les ambassadeurs. Cette opposition de paix n'est pas la seule que ferait Héraclius, car enfin à Khosrou en tout cas, car en 622, il y a aussi une proposition d'Héraclius qui est faite à Khosrou, une proposition de paix, et cette négociation tombe à l'eau également. Donc, pour passer à mon grand 2, les positions des empereurs, et aussi à mon petit 1, négociation d'Héraclius. Khosrou, en fait, refuse cette paix, la première fois car il est conscient que son empire a pris l'avantage militaire sur les Romains et que l'empire de ces derniers, donc l'empire byzantin, n'est pas en train de vivre les plus belles heures ses plus belles heures, tant bien que selon une source universaliste que j'ai trouvée, l'économie est, je cite, en faillite, l'administration est, je cite, désorganisée et l'armée est, je cite, décimée et démoralisée, sans parler des divisions internes et de son pouvoir qui est remis en cause par la noblesse. Donc en fait, Héraclius est aussi remis en cause. Son pouvoir est remis en question. Tout ça ne permet aux Byzantins de se défendre correctement ni de repousser les forces cosroès. Et le principal protagoniste le sait très bien, ce qui le pousse à refuser en fait la paix qui est proposée et tant souhaité par Chahine. Donc le deuxième refus de paix, pardon, de Khosrou en 622 est précédé par les actes religieux ou des provocations religieuses. La suite militaire des Perses après la négociation manquée de Héraclius est donnée à Charbaraz, qui en profitera pour piller et conquérir la Syrie et la Palestine, donc notamment la ville de Jérusalem, et à s'attaquer aussi à la chrétienté comme Nicéphore l'invoque dans le paragraphe 12 de l'extrait. Le général perse ira jusqu'à tuer plusieurs milliers de chrétiens et s'empare aussi du symbole de la chrétienté, comme est le saint, et surtout la Sainte Croix qui est la croix sur laquelle a été crucifié Jésus-Christ. Aux environs de 630, Héraclius apporte la Sainte Croix lui-même à Jérusalem à la, et l'apporte lui-même. Ce geste montre quelque part l'attachement à la chrétienté d'Héraclius.
Et Khosrow s'attaque à la chrétienté car elle est en fait sacrée pour les Byzantins et surtout Héraclius. On se rend compte que la chrétienté en fait est très importante pour Héraclius dès qu'il se donne pour mission d'assassiner Phocas en 610, car il se déplace sur un navire ayant une icône de la Vierge Marie, la mère de Jésus. Et l'Empire affaibli, enfin du moins, par la suite, euh, vu que l'Empire a affaibli, Héraclius décide de partir à l'affrontement lui-même et délègue cette tâche comme on peut le voir dans les textes. Mais ce que l'extrait pardon du Breviarium ne dit pas, c'est qu'il se lance dans une croisade pour répondre à l'attaque de Jérusalem et surtout à l'attaque de la chrétienté. Donc, d'après la bibliographie proposée par Universalisme, une de mes sources, d'après la bibliographie de Universalis, de Héraclius, pardon, prise sur Universalis, il s'est lancé dans une croisade afin de récupérer la vraie croix, et pour ça, il passe par la mer Noire pour atteindre la région du Pont, dans l'actuelle Turquie, et Bachar Baraz. Donc là, il récupère l'Anatolie, il propose de nouveau à Khosrow une paix, donc celle de 622, et comme je l'ai dit, l'empereur sassanide refuse de nouveau, en fait. Donc, pour passer au petit 2 de mon grand 2, donc l'offensive d'Héraclius. L'empereur Héraclius, avec cette victoire face au Perse, se rend sûrement compte que malgré la faiblesse de son empire, il est capable d'attaquer, de chasser ses ennemis et de récupérer des territoires. Donc, comme je l'ai dit, l'Anatolie enfin l'Anatolie, entre autres. Et malgré tout ça, il n'oublie pas l'avance qu'ont les Perses sur lui, et en tout cas militairement, et il s'allie aux Khazars, donc un peuple semi-nomade, de manière à se renforcer militairement face aux forces khosroès, mais aussi face aux Avars qui sont, eux, en fait, les alliés des Perses. Donc, lorsque Nicéphore, dans le paragraphe 12, évoque des Turcs, il s'agit en fait des Khazars. Nicéphore évoque aussi au sein du paragraphe 12 des cadeaux offerts à Zébil, le chef khazar. Mais en réalité, cadeau que serait, le cadeau serait en fait la fille d'Héraclius. Donc en fait, Héraclius aurait proposé sa fille en mariage à Zébil. Et ce mariage en fait a été organisé de manière à sceller la, l'alliance entre les Khazars et l'Empire byzantin. Euh, donc des milliers de soldats khazars sont mis à disposition de Héraclius et ils tentent d'envahir la Perse. Malgré un succès, il- les- l'alliance fait machine arrière et les forces khosroèses tentent d'envahir la Constantinople à l'aide des Avars. Et donc en fait l'alliance entre les Avars et les forces khosroèses émanent de cet objectif en fait. L'objectif ultime est en fait d'atteindre Constantinople, de conquérir Constantinople afin de partager la ville entre les deux peuples, donc entre les Perses et les Avars. Le rôle principal des Avars dans cette attaque est rendu inexistant par les Byzantins, car les Byzantins empêchent le déplacement naval des Perses, ce qui prive les Avars du renfort perse. Donc, à travers ce piège,
les, les forces d'Héraclius battent en fait les Avars, écrasent les Avars. Et Héraclius et ses alliés envahissent par la suite à nouveau la Perse. Et l'empereur romain avec l'alliance au Khazar se donne les moyens de rivaliser avec l'armée de Khosrou. Et surtout, il inverse la tendance dans cette guerre qui jusque-là a été dominée par les Sassanides. Le fait que certains territoires soient repris par les Byzantins et que ces derniers avancent jusqu'au territoire perse rend Khosrou et son empire très vulnérables. On peut supposer aussi que les circonstances que connaît l'empire que connaît les circonstances que connaît l'empire byzantin poussent Héraclius à tout miser sur l'aspect militaire afin d'affaiblir son ennemi principal qui l'emmène vers un déclin. Et la motivation d'Héraclius de partir lui-même à la guerre vient peut-être de là. Donc, ce que je veux dire en fait par là, et surtout dans cette sous-partie, c'est que l'Empire byzantin et Héraclius sont pratiquement condamnés si en fait ils continuent à subir les assauts et à perdre des territoires. Donc en fait, enfin en tout cas c'est une hypothèse, ce que décide Héraclius de manière à contrer cela et à sauver son empire, c'est tout simplement de déléguer les tâches administratives qu'il occupe et tout simplement à rejoindre l'armée, à s'allier avec les Khazars et à partir à la guerre, parce que de toute façon, s'il continue à subir les assauts perses, l'empire est voué au déclin en fait. Donc en fait, Héraclius est au pied du mur. Donc pour passer à ma troisième sous-partie, donc la fin de Khosrou. Khosrou et les Perses sont attaqués au sein même de leur empire par Héraclius et ses hommes et ses alliés. Cet envahissement romain assez, et cette attaque solde par la fin de la guerre perso-byzantine. Il s'agit en fait de la bataille de Ninive et durant cette bataille, en fait, c'est Razad qui est aux commandes en fait de l'armée perse. Il est mentionné dans le paragraphe 14 de l'extrait de Nicéphore. Donc, Razad, je parle de Razad. Et les troupes khosroèses sont déployées par Khosrou lorsqu'il apprend la présence byzantine. euh, Lorsqu'il apprend la présence byzantine au sein de son territoire. Et lorsque les forces khosroèses se rencontrent l'armée d'Héraclius, Razad en fait en fait cherche un duel, à la recherche d'un duel. Et en fait dans ce duel c'est Héraclius, donc tout simplement l'empereur qui se dévoue et qui malgré en fait dans le duel il se blesse et malgré ça il arrive à tuer Razad. Et le dévouement de Héraclius alors qu'il est l'empereur et qu'il est celui qu'il doit protéger l'Empire, redonne le moral à ses troupes. Je sais pas ce que j'ai dit clair. En fait, je veux dire déjà, il faut savoir qu'à ce moment-là, le moral des troupes d'Héraclius n'était pas au mieux. Et le fait que Héraclius, donc tout simplement l'empereur, se dévoue se dévoue pour ce duel et surtout qu'il batte Razad, ben, ça a tout simplement boosté le moral des troupes. Nicéphore le dit au paragraphe 14, et le fait que Héraclius soit prêt
a donné sa vie pour défendre son empire et s'opposer à l'ennemi principal, lui permet de renvoyer une bonne image de lui en tant qu'empereur et de son armée qui, bah, qui d'ailleurs écrase par la suite l'armée khosrowaise. Donc les Roms étaient en supériorité numérique et Héraclius en profite pour piller le palais de Khosrou, qui est lui-même fui. Et le paragraphe 15 du Breviarium vise à évoquer la succession et la mort de Khosrou. Mais plus précisément, il aurait essayé de placer au pouvoir Mardon Shah. On peut supposer qu'il met en place sa succession car il sait que l'envahissement de son empire, la défaite au sein de son empire et la suite. Pardon, je reprends. On peut supposer qu'il met en place sa succession car il sait que l'envahissement de son empire, la défaite au sein de son empire et sa fuite, pardon, ont fortement affaibli, voire anéanti son territoire et sa crédibilité. Donc Shiroye, le fils aîné de Khosrow, est emprisonné par son père. L'hypothèse est qu'il a été emprisonné par Khosrow pour l'empêcher de revendiquer la succession. Mais le comportement de l'empereur sassanide envers l'empire et la tyrannie qu'il met en place ne plaît pas. Et Shiroye est libéré, notamment par Shahbaraz et par certaines familles féodales importantes, comme Farouk Hormizd, et il bénéficie de leur soutien. Donc il est libéré par eux et il profite de leur soutien. Shiroye est choisi comme roi et devient Kavad II. Il fait rapidement assassiner son père. Donc c'est là que voit quand c'est par ça en fait que passe la fin de cette guerre et la fin de Khosrow II. Donc pour conclure, nous retiendrons que l'extrait du Breviarium de Nicéphore qui est étudié se concentre sur la seconde et la troisième partie du conflit. Donc il s'agit de l'affrontement de Khosrow II et de Héraclius. Les affrontements entre les deux hommes et leurs empires Les affrontements entre les deux hommes et leurs empires, on l'entend tourner à l'avantage de l'empereur sassanide, puisque sous le commandement de Shahin et Shahbaraz, énormément d'assauts, de pillages et de conquêtes sont menés par l'empire, ce qui contribue à affaiblir les Romains, en plus de problèmes qu'ils rencontrent lorsque Phocas est empereur, c'est-à-dire l'affaiblissement militaire de l'empire, en tout cas en interne, de par les loyalistes, comme j'ai dit au début. Et bien que Héraclius était prêt à le suivre, pardon, je reprends. Shahin, en tant que Perse, a tenté un apaisement pour le bien de son empire et de son peuple. Bien que Héraclius était prêt à le suivre, ça n'a pas été le cas de son propre supérieur, donc Khosrow, qui aurait pu alors éviter la dégradation de son image et aussi maintenir son empire à son apogée sous son règne. On peut faire le même constat lorsque l'on connaît les réactions de Khosrow durant les tentatives concrètes de négociation de paix de Héraclius. Il est presque normal que la guerre soit le seul moyen pour l'empereur byzantin de protéger son empire, alors qu'il se donne les moyens de gagner ce combat inévitable. Et ces actes et ces décisions sont en grande partie ce qui va directement dégrader l'image et le pouvoir de Khosrow au sein même de son propre empire et qui causera alors la perte, la perte, tout, la perte dans tous les sens du terme. Pardon. Donc, pour répondre à la problématique, la seconde période du conflit perso-byzantin
Chacun est géré de manière différente de chaque côté. De 610 à 622, il attaque des Roumains dans la région du Pont. Les Perses, de par leur chef Khosrou, adoptèrent une stratégie assez offensive de par leur puissance militaire. Leur progression impériale, mais surtout par l'affaiblissement croissant de leur ennemi. Et en face, les Byzantins subissaient et étaient affaiblis socialement, militairement et notamment à cause des défaites successives. Donc dès 622, donc c'est-à-dire la troisième partie du conflit, alors qu'Héraklius est au pied du mur et que sa seule alternative est d'attaquer les Perses dans une région stratégique, la tendance s'inverse et ce sont désormais les Perses qui subissent la guerre jusqu'à la mort de Khosrou. Voilà. Bon, je vous remercie beaucoup pour cette présentation déjà très, très complète. Ah, de, du bréviaire de Nicéphore concernant la question des empereurs. Je donne la parole maintenant à Madame Alidou pour nous faire un peu de résumé et surtout pour lancer la discussion. Donc, si je comprends bien, le texte que mon camarade a étudié s'appuie en général sur une guerre de vengeance entre Khosrou face à Héraclius. Une première partie où il explique bien, comment, en fait, la raison de la guerre. Et où Chahine se met en position de collaborer pour le paix entre les deux empires. Plus par rapport à mais qui a une volonté qui est contraire à Khosrou. Dans cette même seconde partie, il marque l'offensive d'Héraclius, qui, avec l'affaiblissement de son empire, qui mène des alliances avec Khazar, si je ne me trompe pas. Et dans la dernière partie où il marque la fin de l'empire, en tout cas la fin de Khosrou, quoi. Et j'aimerais bien qu'il puisse revenir sur cette partie où je n'ai pas très bien compris la fin de Khosrou dans un premier temps. Vous pouvez préciser un peu la question. Qu'est-ce que vous voulez qu'on discute précisément? Moi, monsieur, je n'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez préciser un peu la question que vous posez? Qu'est-ce que vous voulez exactement que notre présentateur développe davantage? La fin de Khosrou, fin de Khosrou quoi? Non, parce que dans la dernière partie, il marque la fin de Khosrou entre le duel d'Héraclius et Razad, pardon. Mais comme je n'entendais pas bien avec la connexion, s'il pouvait reprendre cette partie. Ah d'accord. Bon, donc si vous pouvez résumer un petit peu ce que vous avez dit, c'est la fin de Khosrou tout simplement. Donc Héraclius décide, une fois qu'il se rend compte que, une fois pardon, qu'il se rend compte qu'il peut
qu'il peut conquérir des territoires et même attaquer les Perses. Donc il met ça en marche, il met son armée en marche. Et pour faire court, en fait, il élimine les Avars. Ils seront en territoire perse. Et donc à ce moment-là, en fait, Khosrow lui envoie son armée qui est menée, enfin qui est commandée par Razad. Razad meurt dans un duel face à Héraclius. L'armée de Héraclius ainsi que les Khazars arrivent à écraser les forces khosroès. Euh, Ensuite, il y a, il y a le palais de Khosrow qui est pillé par Héraclius. Donc Khosrow, lui, est en fuite. Et tout au long de sa fuite, en fait, sachant qu'il sait que son règne s'arrête là, il essaye en fait de construire sa succession avec, j'ai oublié le nom de, attendez. En fait, il essaye de placer sur le trône. En fait, je cherche le nom de la personne parce que c'est imprononçable. Bon, je trouve pas. Donc, en fait, il place sur le trône, il essaye de placer sur le trône un successeur, mais la noblesse et certaines familles féodales perses, notamment le général Shahbaraz, ne, ne vont pas dans son sens et décide en fait de libérer Shiroye, donc le fils de Khosrow, qui a lui-même été emprisonné par son père. Donc Shiroye est libéré en ayant le soutien de famille féodale de Shahbaraz et il est placé sur le trône. Donc il devient roi, il devient Kavad II et il assassine très vite son père en fait, une fois libéré et une fois roi surtout. D'accord. Donc, on voit bien comment le succès et l'apparence de soutien divin sont importants pour l'exercice du pouvoir dans l'Empire sassanide. Euh, Khosrow perd le pouvoir non pas directement à cause des défaites essuyées face à Héraclius, mais il perd le pouvoir parce que ses élites et sa famille même perdent confiance en lui et cherchent avec succès à le remplacer par un nouvel empereur. Oui, pardon. Oui. Votre deuxième question. D'accord. Ok. Du coup, si je passe à l'étape de questions, excusez-moi. On voit bien que dans tout le texte, Nicéphore, mais on voit bien que l'auteur met, en tout cas si je pose la question simplement, quelle position l'auteur donne à Khosrow par rapport à Héraclius dans le texte? Comment il essaye de le faire percevoir, tu veux dire? C'est ce que tu veux dire par là? Oui. Ben, si j'en crois le texte, Nicéphore essaye de montrer que Khosrow recherche ben, sans arrêt, sans arrêt comment dire, le succès.
Et ben, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. C'est pour ça que j'ai proposé l'hypothèse qu'il soit, euh, qu'il soit sans arrêt à la recherche du succès, qu'il essaye de repousser l'apogée, les frontières de son empire en organisant des conquêtes. Et en fait, il lui place tout au long du texte, mis à part à la fin, il montre vraiment que Khosrow est, est dominant par rapport à Héraclius, qu'Héraclius ne fait que subir tout au long de la guerre, jusqu'à jusqu'à ce que Héraclius décide de prendre les armes lui-même et de partir à la guerre. Mais à partir de ce moment-là, tous les Nicéphores montrent vraiment que les rôles sont inversés. Et, et voilà. En tout cas, militairement parlant. Puisque des conquêtes sont réalisées de la part d'Héraclius. Il récupère pratiquement tous les territoires pris. Il y a aussi la partie il évoque, euh, où il évoque la Sainte Croix qui a été prise et qui est symboliquement ramenée par Héraclius. Donc en fait, déjà, si on prend cette partie-là seulement, on se rend vraiment compte que les rôles ont été inversés et qu'Héraclius en fait reprend tout ce qui lui a été pris, que ce soit territoire, Sainte-Croix, etc. Et la position de force en fait est totalement inversée. Donc en fait, si je peux répondre à ta question, en gros, c'est les ce que montre Nicéphore en fait est que tout au long de la guerre, il y a une domination, un dominé et que au bout d'un moment, les rôles s'inversent. Mais il y a jamais réellement du statu quo, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Enfin, les deux ne sont jamais réellement égaux tout au long de la guerre. Je ne pense pas qu'on peut dire beaucoup plus sur Kosovo à partir de cet extrait du D'accord. bréviaire Mais que nous avons, j'ai parce que dans cet extrait, les héros de l'histoire sont Nicéphore, sont Héraclius et les généraux sassanides n'avaient pas vraiment une spéculation de la part de Nicéphore sur qu'est-ce que qu'est-ce que Kosovo pense, qu'est-ce que Kosovo veut, qu'est-ce que Kosovo est. Donc voilà, pour le texte que nous avons ici, je pense que vous avez déjà dit le maximum possible. Dans d'autres parties du bréviaire, oui, c'est fort plus de choses à dire sur Kosovo, mais pas vraiment ici. Oui, vous avez encore une excusez, question? mais quand j'allume mon micro, je n'ai pas compris ce que vous avez dit, monsieur. J'ai dit qu'il n'y aura pas plus de réponses sur la question de Kosovo à partir de ce texte que nous avons ici devant nous. Donc voilà, on ne peut pas aller plus loin là, je pense. Donc on peut passer à un nouveau sujet, si vous voulez bien. Bah, parce que moi, j'ai compris ce qu'il a dit, mais parce que comme j'ai relu le texte, bon, c'est une question, si tu es d'accord ou pas, parce que j'ai compris que Chahine, à travers le, le discours qu'il fait à l'empereur, il, euh, il, euh, il marque sa grandeur par rapport au discours qu'il a fait à l'empereur et que l'auteur aussi marque Héraclius comme étant protecteur de son empire. Mais vous avez expliqué que je vais dire
que malgré la faiblesse de l'Empire. Vous n'avez pas compris ma question. T'as dit quoi? Malgré la faiblesse de l'Empire, j'ai pas entendu en fait, ça a coupé. Je t'entends pas, moi. À partir de la faiblesse de l'Empire, tu as dit quoi? Tu peux reprendre, s'il te plaît? À partir de la faiblesse de l'Empire, t'as dit quoi? Excusez-moi, mais quand j'allume le micro, je n'entends rien de ce que vous dites. Tu m'entends? Après ça, je vais dire que je n'ai pas de question. Je crois qu'elle entend pas, monsieur. Bon, donc passons à quelque chose d'autre avec toutes mes excuses à Madame Aligo pour les problèmes techniques. J'aimerais bien que vous reveniez encore une fois sur le discours de Chahine. Est-ce que cela vous paraît crédible? Évidemment, c'est Nicéphore qui écrit le discours, mais est-ce que cela vous paraît plausible de penser qu'à ce moment-là de la guerre, il y a deux partis dans le gouvernement sassanide? Il y a le parti de Khosrow qui pousse qui cherche à pousser l'Empire romain jusqu'au bout. Et de l'autre côté, il y a ce parti pragmatique que représente Chahine dans le discours qui dit voilà, le bien des deux empires, la grandeur des deux empires, coopération, il faut qu'on revienne à la paix, la guerre nuit à tout le monde. Euh, est-ce que, est-ce que vous pensez que c'est vraiment Chahine qui parle ici ou est-ce que c'est Nicéphore qui essaie d'inventer un parti de la paix chez les Sassanides? Et si c'est voilà, si c'est Chahine qui parle, donc c'est un discours réaliste, qui serait ma position en fait. Est-ce que vous pourriez essayer d'expliquer un peu quelles sont les motivations de Chahine? Pourquoi ce général qui est en train de gagner, qui est juste en face de Constantinople, adopte-t-il une position où il dit bon, ça suffit, maintenant on négocie, on ne peut pas poursuivre la guerre jusqu'au bout? Euh, Ben après, si on part du texte en lui-même, si on part du principe que c'est Shaheen qui parle, réellement, que Shaheen était dans cette position, ça peut être plausible, ça pourrait être plausible dans le sens où, ben, comme, euh, comme le dit le texte, et comme on pourrait le penser, euh, la guerre, enfin le conflit entre les deux empires fait des morts et bien que l'Empire perse soit en position dominante, je pense qu'ils subissent quand même quelques pertes. Et après, ce que je vais dire, c'est un peu farfelu parce que j'ai pas réellement de source sur ça, mais en face, c'est quand même l'Empire byzantin. Ils ont quand même des ressources qui peuvent malgré tout inverser la tendance, comme ça a été le cas. Donc, on peut imaginer que si Shane est conscient de ça, il peut se dire bon, nous, on reste à notre place, vous restez à votre place et on fait la paix. Mais après, c'est vrai que d'un autre côté, on pourrait penser que Nicéphore extrapole un peu parce que c'est assez bizarre qu'un général, donc sous l'autorité d'un empereur, qui est face à l'ennemi,
chez l'ennemi qui a déjà conquis des territoires, qui est une armée en position dominante, c'est bizarre je vais pas dire qu'il se couche face à l'ennemi, mais qu'il essaye de remettre tout le monde à sa place alors que si les Perses continuent sur ce chemin-là, en fait, ben, ils ont, enfin, en tout cas, si on ne connaît pas la suite de l'histoire, les Perses, à ce moment-là, ont de grandes chances d'écraser l'Empire byzantin. Donc, ça semble un peu bizarre. Mais d'un autre côté, comme vous le dites, Chahine, c'est lui l'homme sur le terrain. Il est conscient des succès obtenus, mais il est peut-être plus conscient qu'un parti quelque part à quelques centaines de kilomètres à Ctésiphone, que la guerre n'est pas finie. C'est pas qu'il reste une dernière bataille et après c'est bon. Non, il reste quand même encore une bonne partie des ressources de l'Empire romain. Donc, Chahine est peut-être quelqu'un qui comprend la réalité d'une guerre entre les deux États, où Khosrow voit la guerre simplement comme une série de batailles, l'une après l'autre, jusqu'au bout. Oui, bon, on peut le voir comme ça, oui. Bon, et vu qu'il est déjà 5h10, j'ai bien peur que nous devons nous arrêter euh, pour, euh, pour mes efforts. Et donc, je remercie Monsieur Henriette et nous passons à la deuxième présentation, même sujet, Héraclius et Khosrow, mais vu par le Chronicon Pascal et Monsieur Abakamofo. Vous avez la parole. Ah, c'est mieux. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. En tout cas, moi, je vous entends. D'accord. Ok, bon. L'extrait de document que l'on va étudier ici, qui s'intitule Chronicon Foschal, je veux dire, est aussi appelé Chronique Pascal ou bien Constantinopolitum, est une chronique byzantine de l'histoire du monde rédigée au 7e siècle. Son nom vient du fait qu'elle utilise un système chronologique fondé sur le cycle Pascal. Son titre est traduit du grec et résumé des époques depuis Adam, le premier homme, jusqu'à la 20e année du règne d'Héraclius, qui est un empereur byzantin et ennemi juré de Khosrow. L'auteur fut contemporain de l'empereur Héraclius, qui est empereur de 1610 à 1641. Excusez-moi, pas de 1600. Oui, oui, je poursuis. Sans doute, l'auteur est un clerc de la suite du patriarche Achéménide. Cette chronique byzantine traite de la fin de la guerre byzantine, mais nous remarquons que l'auteur révèle des détails sur cette guerre. Et la guerre byzantine démarre de 1602 à 1628 entre l'Empire byzantin et l'Empire perse sous la dynastie sassanide. Et cette guerre marque la fin, euh, la guerre à Ninive, la bataille de Ninive marque la fin de la guerre entre la dynastie, l'Empire byzantin et l'Empire perse, puisque à la fin de la guerre, Khosrow, qui a
qui a mis l'Empire perse, qui a emmené l'Empire perse à son apogée, perd la guerre et également le pouvoir à ce moment-là. Puis, puis son fils aîné, ouais, je ne sais pas comment ça se prononce, a, a été emprisonné par Khosrow II par peur qu'il prenne le pouvoir. Mais à ce moment-là, l'appui que Khosrow avait par rapport aux élites, il ne l'a plus, cette confiance, il l'a perdue. Donc, les élites se retournent contre lui et met en place Shoreo et qui se nomme Kavak II. Donc, lorsque Kavak II est sacré empereur, il, il décide de changer la politique que Khosrow avait et également la politique religieuse. Donc, on va se demander en quoi la mort de Khosrow II marque un changement politique et un changement religieux dans l'Empire perse. Pour répondre à cette problématique, nous verrons dans un premier temps les conséquences de la mort de Khosrow II. On va débuter cette partie par la guerre de Ninive, puis dans une seconde sous-partie, on va parler de l'arrivée au pouvoir de Kavad et ce qu'il a apporté. Et dans une troisième sous-partie, l'auteur euh, nous indique que Khosrow est un empereur maudit et haï par les dieux. On verra cela pourquoi. Pourquoi l'auteur traite Khosrow de, de blasphémateur, je veux dire. Puis, dans une seconde partie, nous verrons les relations qu'a l'Empire perse et l'Empire byzantin à travers le traité de paix que propose le Cavad. Dans une seconde sous-partie, nous verrons également la politique, la politique que mène Cavad. Et pour finir, nous parlerons de l'importance de la religion chrétienne dans l'Empire perse. On va débuter avec les conséquences de la mort de Khosrow. Ben, la bataille de Ninive est une bataille, on va dire, très importante, vu que c'est cette bataille-là qui fait chuter l'empereur Khosrow. Comme on peut le lire ici, tout au début du texte, premier paragraphe, Héraclius, notre très pieux empereur, qui a annoncé la chute de Khosrow. Ainsi, pour mieux comprendre cette citation, nous devons évoquer la bataille de Ninive qui se déroule en 1627, puisque cette bataille est décisive pour l'Empire perse. Car cette bataille oppose l'armée perse dirigée par le général Radzad à l'armée byzantine dirigée par l'empereur Héraclius. Au cours de cette bataille, Héraclius, lors d'un duel, tue Radzad et par la suite remporte l'affrontement. Lorsque Héraclius remporte cette bataille, comment dire, euh, ses soldats sont confiants pour attaquer l'Empire perse jusqu'à à l'intérieur même de l'Empire perse, je veux dire. Ainsi, toute résistance après cette bataille, on va dire qu'il n'y a plus de résistance après cette bataille, et Héraclius profite pour piller le palais impérial de Khosrow, qui, qui part en fuite. Donc,
Après cette bataille, nous avons vu que Khosrow II perd la confiance de ses sujets et et de l'élite. Et pour ne pas qu'il y ait, comment dire, une guerre de succession, il veut avoir une succession légère en mettant en place son fils préféré. Il se nomme Madarsha. Et cela ne se fait pas comme il le voudrait, vu que l'élite et l'élite et également une partie de son armée se révoltent contre lui. Et cette élite-là met en place Kavad comme empereur. Dès que Kavad devient empereur, il décide d'exécuter son père, Khosrow II, comme on peut le lire ici, car déchu de l'arrogant Khosrow, adversaire de Dieu, il est déçu et jeté dans les profondeurs de la terre, et, et à sa mémoire est complètement exterminé de la terre. Euh, L'auteur nous dit ici que Khosrow a perdu le pouvoir, comme nous l'avons dit précédemment. Mais également l'auteur nous fait comprendre que Khosrow est un empereur maudit et haï de Dieu, comme on peut le lire ici, à la, à la page 729, je pense. Oui, oui, à la page 729, l'auteur nous dit que ce euh, Chorouès, qui est Khosrow, haï par Dieu, proposait de s'enfuir, mais il fut arrêté et jeté en chaîne. On peut encore lire dans le texte, tous les officiers et les troupes perses qui étaient là, ainsi que toute l'armée qui avait été amassée de divers endroits par le maudit Khosrow, ils se, ils se sont arrangés du côté de Shero, qui est Kavad. Ainsi que on peut également comprendre à travers cette citation que l'auteur, qui n'est qu'un qui est qu'un chroniqueur byzantin, nous dit que Khosrow est maudit et haï par les dieux parce que Khosrow a, pendant son règne, a persécuté les chrétiens, et nous pouvons comprendre que l'auteur est également un chrétien, a persécuté les chrétiens sur son territoire, et dans le but de faire opposition à Héraclius, qui est un empereur chrétien. Et également, à travers cette citation, lorsque son fils prend le pouvoir, il se retourne contre lui. Donc, il a été d'une fois haï des dieux parce qu'il a persécuté les chrétiens et maudit, parce que son fils s'est retourné contre lui pour prendre le pouvoir. Dans une deuxième partie, dans ma deuxième partie, nous verrons les relations entre Perse et l'Empire byzantin, excusez-moi.
Ben, à travers le traité de paix que propose Cavade, comme on peut le lire à la fin du texte, je cite, il est résolu de nous envoyer 2 hommes susmentionnés afin que quelques hommes puissent être envoyés par l'escorte, lui et ses compagnons, sains et saufs. À travers cette citation, nous voyons que Cavade envoie euh, des émissaires dans le but de d'avoir les faveurs d'Héraclius, c'est-à-dire que Héraclius ne décide de ne plus attaquer l'Empire perse et engage de bonne foi euh, Cavade. Euh, attendez, je me suis perdu. Cavade décide de libérer des chrétiens emprisonnés en Perse et, et également les patriarches de Chazari de Jérusalem sont également libérés. En contrepartie de cela, le frère. En fait, lorsque Cavade libère les chrétiens emprisonnés, le frère de, de Héraclius décide de libérer des Perses emprisonnés. On va dire que c'est un échange de prisonniers qui se fait. Et mon, mon petit B, qui est la politique que mène Cavade, son père, Khosrow, lui était, comment dire, un empereur qui mène la guerre, qui a agrandi son territoire jusqu'à son apogée, tandis que Cavade, lui, décide plus de se refermer sur soi et de ne pas entamer de conquête et de ne pas faire une expansion territoriale, comme l'a fait son père avant lui. Comme l'a fait son père qui avait décidé d'agrandir son territoire, Cavade, lui, décide de se renfermer sur soi. On peut voir cela à la toute fin du texte. Je cite, nous avons l'intention de vivre en paix, en amour avec nous, empereur des Romains, notre frère, et aussi avec l'État romain et les autres nations et les autres souverains qui nous entourent, non, qui entourent notre territoire, notre État, je veux dire, excusez-moi. Donc, à travers cela, nous pouvons comprendre que Cavade euh, essaie, dans un premier temps, de régler les conflits internes qu'il y a dans son territoire avant d'envisager une éventuelle expansion de son territoire. Donc, pour mieux, comment dire, contrôler son territoire, c'est pour ça qu'il ne décide pas de mener la guerre ou bien de venger les morts que Héraclius a pu faire sur son territoire. Et puis, pour finir cette deuxième partie, Héraclius mène une politique favorable pour les chrétiens, comme on peut le lire ici, en raison du fait que votre fraternité, empereur romain, s'est réjouie de notre prise de position du trône. C'est-à-dire que, d'après l'auteur et d'après le, le,
le mémorandum que Cavade a pu envoyer à Khosrow, à Héraclius, euh, Héraclius décide, comment dire, de ne plus persécuter les Romains sur son territoire. Euh, Cavade décide de ne plus persécuter, je veux dire, les chrétiens sur son territoire, et dans le but d'avoir les faveurs, d'avoir de bonnes relations avec Héraclius, puisque avant Cavade, son père Khosrow lui avait mené une, comment dire, euh, il avait persécuté de nombreux chrétiens sur son territoire. Et Héraclius n'avait pas apprécié cela. Donc, pour terminer ma présentation, nous avons vu que lors de la bataille de Ninive, euh, a été une bataille décisive pour l'armée perse, puisque il a perdu un de ses généraux les plus puissants, et également et également Khosrow a perdu son trône et a été tué par son fils par la suite. Puis, nous avons également vu que Cavade décide de mener une toute autre politique. Dans une première partie, il décide de ne plus euh, attaquer les États aux alentours, c'est-à-dire de ne plus faire une expansion territoriale et de se renfermer sur lui dans le but de gérer son territoire et son empire. Puis, dans une seconde partie, nous avons vu que Cavade mène une politique religieuse favorable aux chrétiens sur son territoire, en décidant d'avoir une bonne relation avec Héraclius, dont peut-être, je suppose, de mener des affrontements communs ou bien de faire de ne, de ne pas avoir une seconde vague, de ne pas redémarrer la guerre entre Perses, entre Byzantins contre Perses. Et pour répondre à ma problématique, qui est pourquoi la mort de Khosrow marque un changement dans la politique et dans la politique et dans le système religieux de l'Empire perse, c'est que la mort de Khosrow déstabilise l'Empire perse, vu que Cavade décide de tuer tous les opposants au trône, tous les opposants, comment dire, directs, c'est-à-dire ses frères et sœurs. Et dans un second temps, il décide également de ne pas reprendre la guerre perso-byzantine que son père avait menée avant lui, et de d'avoir dans le but d'avoir les faveurs de Héraclius, il mène une politique, il mène une politique religieuse favorable aux chrétiens sur son territoire, c'est-à-dire de ne plus les persécuter. J'ai fini mon exposé. Bon, donc merci pour cette présentation.
nous appelons Déborah Charles pour la reprise pour poser quelques questions. Alors, vous m'entendez? Oui. Mon camarade a traité l'extrait de texte qui s'intitule Chronique Pascal, qui est une chronique byzantine de l'histoire du monde rédigée au 7e siècle, dont l'auteur fut contemporain de l'empereur Héraclius. Donc, son questionnement est le suivant. En quoi la mort de Khosrow II marque un changement politique et religieux dans l'Empire perse? Donc, il a développé son exposé en deux parties. Donc, la première, c'est les conséquences de la mort de Khosrow II. Première sous-partie, guerre de Ninive. Deuxième, arrivée au pouvoir de Cavad. Ensuite, la troisième, Khosrow empereur maudit. Deuxième partie, les relations entre l'Empire perse et byzantin. Première sous-partie, traité de paix. Ensuite, la politique que mène Cavad. Et pour finir, l'importance de la religion. Donc, dans la première partie, il traite donc de la bataille de Ninive, qui est une bataille très importante qui fait chuter l'empereur. Elle se déroule en 627, si j'ai bien noté. Elle oppose l'armée perse à l'armée byzantine d'Héraclius. On a pu voir qu'Héraclius est un homme très confiant. Après cette bataille, il y a plus de résistance. Héraclius profite pour piller Khosrow II. Il perd la confiance, donc Khosrow II perd la confiance de ses sujets et de l'élite. Pour éviter une guerre de succession, met en place son fils, désolé, j'ai oublié le nom, mais l'élite va se révolter et mettre Cavad II au pouvoir. Et justement, ce fameux Cavad va exécuter son père après ça. Deuxième partie, Cavad envoie des émissaires dans le but d'avoir les faveurs d'Héraclius. En gage de bonne foi, Cavad libère les chrétiens perses et les patriarches de Jérusalem. Cavad décide de ne pas faire d'expansion territoriale. Il essaye tout d'abord de régler les conflits dans son territoire pour mieux le contrôler. Donc, mes questions sont les suivantes. Pourquoi Héraclius félicite Cavad pour son accession au pouvoir? Héraclius félicite Cavad pour son accession au pouvoir parce que je pense que s'il le félicite, si comment dire, Héraclius est dans de bons termes avec Cavad, comment dire, il sera, vu qu'il est en position de force, vu qu'il a gagné cette guerre perso-byzantine, donc il veut avoir des bonnes relations avec le successeur de Khosrow. Je pense que c'est pour ça Non, vas-y. je pense que c'est pour ça qu'il le félicite. Ok. Mais est-ce que c'est pas une façon de faire ce qu'il veut de lui ou une façon de conquérir plus de territoire? Oui, aussi, comment dire, c'est pour l'influencer, tu vois, pour que Cavad soit sur son aile. Vu qu'il ne peut, vu que Héracule est en position de force, donc Cavad ne peut rien contre lui. Donc, il ne peut, je pense que c'est pour mieux l'influencer. Ce que vous pensez, c'est que Héraclius veut reproduire un peu la situation qu'il avait entre Maurice et le jeune Khosrow?
C'est-à-dire, Voilà. Khosrow était reconnaissant à Maurice pour son aide de récupérer le trône. Donc, vous pensez que Héraclius a l'ambition de refaire la même chose avec Chéroé? Je ne sais pas. Oui. Après tout, c'est pas lui qui l'a mis sur le trône, hein, c'est la révolte à l'intérieur de la cour qui a produit la succession de Chéroé. Mais il décide de ne pas l'attaquer, donc de ne pas l'attaquer. Donc je pense qu'il lui fait une faveur. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de doute. Mais il y a peut-être une autre excuse que Héraclius peut utiliser pour ne pas poursuivre la guerre. Bon, de toute façon, il ne veut pas poursuivre la guerre parce que la guerre a duré déjà très très longtemps. Il a été extrêmement cher et donc il doit retourner à Constantinople. Mais il ne peut pas présenter la chose comme ça. Il doit avoir une raison pour pouvoir retourner à Constantinople. Et donc moi, je pense que la succession de Chéroé vaguement pro-chrétien, c'est l'excuse qui est la bonne pour lui, parce que bon, la guerre s'est transformée d'une guerre entre les deux États en guerre de la chrétienté contre l'Iran, de l'Iran contre la chrétienté. Et si on pose cette transformation de la guerre comme caractère de la guerre comme donné, les conditions de victoire sont effectivement réunies. La chrétienté a triomphé, un presque chrétien est sur le trône à Ctésiphone, donc c'est bon. Évidemment, Héraclius le félicite et peut rentrer chez lui. D'accord. Je peux poser ma question? Bah oui. Qu'est-ce qui a conduit Cavad à se retrouver en position de faiblesse? Qu'est-ce qui a conduit Cavad à se retrouver en position de faiblesse? Oui. Parce que il n'a plus la richesse que Khosrow pouvait avoir. C'est-à-dire qu'il a perdu, déjà, son père a perdu la guerre, donc les, l'argent que pouvait avoir l'État a été beaucoup diminué, puisque la guerre a été longue et faire. Donc, c'est pour ça que Cavad se retrouve en position de faiblesse par rapport à Héraclius. Ok. L'auteur entend quoi par là quand il dit son travail s'est retourné contre lui et son injustice est marquée sur son front? Son travail, c'est C'est où exactement? Vous pouvez nous donner un peu plus de contexte? C'est le troisième paragraphe, ligne 12. Quoi? C'est la première page de l'extrait. Oui, pardon, oui, la première page, troisième paragraphe et à partir de la deuxième ligne. L'auteur dit ça parce dans une première partie, il dit que son travail s'est retourné contre lui, c'est-à-dire que c'est son fils, tous les élites qu'il avait mis en place et une partie de son armée qui se retourne contre lui. C'est pour ça que l'auteur dit cela. Pourquoi, Et c'était pourquoi l'auteur utilise-t-il un langage tellement biblique? Là, c'est seulement un exemple. parce que je pense que c'est pour montrer son appartenance à Dieu. Et qu'est-ce que cela montre sur Khosrow? Que Khosrow ben, n'était pas en faveur de la chrétienté. Bon, prenons une citation peut-être encore plus évidente.
Et que tous les chrétiens, louant, glorifiant, rendent grâce au Dieu unique, se réjouissant avec une grande joie de son saint nom. Car déchu est l'arrogant Chosroès, adversaire de Dieu. Il est déchu et jeté dans les profondeurs de la terre, et sa mémoire est complètement exterminée de la terre. Celui qui a été exalté et qui a parlé injustice, etc., etc., bla. Qu'est-ce qui se passe là? Ben, je pense que ben, Khosrow, je sais pas trop. Je sais pas trop pourquoi il dit ça, hein, je sais pas. Quelqu'un a une proposition? Ben, Khosrow ici est l'antichrist, non? C'est l'ange déchu qui s'est révolté contre Dieu. Donc il a un langage extrêmement biblique parce que le conflit entre les deux empires a vraiment été transformé en guerre de religion. Héraclius n'a pas battu l'empereur sassanide, non, il a contribué modestement, bien sûr, seulement à la chute du diable incarné dans Khosrow. Bon, d'autres questions? Est-ce que tu veux juste répondre pourquoi l'auteur dit que Khosrow 2 est maudit et détesté des dieux? Ça revient à ce que Monsieur Ziz vient de nous dire. Vu que, d'après l'auteur, Khosrow est le diable en personne, Mhm. donc c'est un empereur maudit. Et c'était quoi la suite? Détesté des dieux, hein. Voilà. Ben, c'est bon, c'est tout. C'est pour ça aussi qu'il a perdu la guerre, vu qu'il n'avait pas les faveurs de Dieu, d'après l'auteur. Voilà, je n'ai plus de questions. Vous Donc, en avez? quelqu'un d'autre a une question? Tout le monde a coupé sa caméra, donc on ne sait pas s'ils sont vraiment encore là ou s'ils dorment en réalité. Bon, moi j'ai une question concernant le cadre du texte. Où est-ce que les nouvelles sur la victoire d'Héraclius sont communiquées et pourquoi Héraclius a choisi ce cadre pour faire l'annonce de sa victoire? Donc cela nous ramène au tout début de notre extrait. Ah, dans une sainte église? Oui, c'est ça, vous pouvez développer un peu le cadre, quand, où, comment, et surtout après, pourquoi. Ben, la victoire d'Héraclius a été annoncée dans une église, comment dire, c'est pour, Pas seulement une église. Quelle église? C'est l'Hagia Sophia, c'est l'église qui fait face au palais, c'est la grande église de Constantinople, le siège de l'évêque de Constantinople. je pense que
C'était pour avoir une ligne directe avec Dieu, je pense. C'était pour communiquer directement avec le Tout-Puissant. Vu que si c'est là qu'il a décidé, maintenant c'est la chute de Khosrow qui est le diable en personne. Donc Dieu sera de Dieu sera à sa faveur. Bon, posons la question un peu autrement. Vous êtes un empereur romain, vous êtes le premier empereur romain depuis des siècles à commander personnellement l'armée en bataille. Vous avez tué personnellement le général adversaire. Est-ce que vous annoncerez votre victoire à travers le clergé dans une église, ou est-ce que vous exploiterez pas un peu mieux cette occasion? Je pense que c'est pour marquer le fait qu'il est chrétien ou bien qu'il est... Après, ouais, je pense que c'est pour marquer le fait qu'il est... Ben, je pense que c'est ça, parce qu'il fait quand même ça justement le jour de la Pentecôte, un dimanche à la Sainte Pentecôte. Oui, voilà, donc radicalement, la victoire de l'empereur et de l'Empire est devenue une victoire de Dieu et une victoire de l'Église. N'oublions pas, c'est l'Église de Constantinople qui a financé la guerre. Et donc, d'une certaine façon, Héraclius, pour payer, remet la victoire à l'Église. Donc, c'est l'Église qui l'annonce lors d'une fête chrétienne et ainsi est autorisée de s'approprier cette victoire. Car la guerre est devenue, elle a duré longtemps. Elle a dépassé largement le cadre initial, guerre concernant des territoires. Elle est vraiment devenue une guerre en défense de la chrétienté. Et le premier défenseur de la chrétienté n'est pas l'empereur, comme il le concède ici, c'est l'Église. Donc, vous avez beaucoup parlé des changements que la guerre a produit dans l'Empire sassanide, et bien sûr, vous avez raison sur ce que vous avez dit, mais on voit ici dans cet extrait aussi très bien le changement profond qui s'est opéré dans l'Empire romain dans cette guerre, et voyons qu'à la fin, c'est plus le même empire romain du tout. Il n'y a pas de triomphe de l'empereur rentrant dans sa capitale, non. Il y a les dépêches de l'empereur qui sont communiquées par l'Église, et une victoire qui est dans une certaine mesure appropriée par l'Église pour la chrétienté et pas exclusivement pour le pouvoir impérial. D'accord, donc lorsque Héraclius a vaincu Khosrow, c'est également une victoire de l'Église, si je comprends bien. En Et tout cas, le Chronicon Pascal, bon, d'accord, c'est un auteur qui est un ecclésiastique, donc il est susceptible de dire ce genre de choses. Mais oui, donc la victoire d'Héraclius sur Khosrow est récupérée et transformée en victoire de Dieu sur le diable, des chrétiens sur les païens, de l'Église sur, je ne sais pas, voilà, tout ça. d'accord. Bon, et je suis désolé, nous n'avons pas beaucoup plus de temps parce que moi j'ai un autre cours dans 5 minutes et j'ai besoin
2-3 minutes de pause quand même. Donc, je remercie nos deux présentateurs, je remercie les répondants, je remercie le public. J'espère qu'on aura peut-être un peu plus de public avec le replay. Et pour moi, cette semaine, c'est fini avec vous. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bon travail d'ici là. Au revoir. D'accord. Au revoir. Mhm.